Bon, après, si tu veux enquêter sur la prison, t'as la technique George Orwell. Tu sais, George Orwell, l'écrivain. Un samedi soir, pendant l'hiver 1931, à Londres, il décide qu'il veut visiter une prison. Et il veut visiter une prison, mais il va dans un pub. Il commande une pinte de bière, il la boit, et à peine fini, il se prend une deuxième pinte de bière, une troisième, une quatrième, une cinquième, il les enchaîne. Et après ça, il commande une flasque de whisky. Il sort dans la rue, il se balade en titubant jusqu'à tomber sur des policiers. Et quand il les trouve, il les siffle, il leur fait des grands signes, il voit sa bouteille cul sec, et bam, ivresse sur la voie publique. Il se fait arrêter. Ah, c'est aussi simple que ça. Enfin, sauf qu'en fait, le plus drôle, c'est que ça foire. Les policiers se rendent compte qu'il était là en touriste, juste pour pouvoir fouiner un peu dans les geôles, et donc ils l'ont foutu dehors. Et donc il écrit « Cette équipée fut un échec, puisque mon objectif était d'aller en prison, et que j'ai seulement réussi à passer 48 heures au poste. Les jours suivants, je fis encore diverses tentatives pour tenter de m'attirer des ennuis en mendiant sous le nez de la police, mais je semblais être protégé par un charme. Personne ne daigna de me prêter la moindre attention. » Donc si on avait essayé de faire la même chose, on aurait sûrement foiré aussi. Je sais pas, mais en tout cas, c'est la technique radicale d'investigation qui sert à rien, parce qu'au final, il a rien appris, mais j'aime le dévouement du mec pour son enquête. Ouais, non, nous, c'est pas du tout ce qu'on a fait au final. Non. Enfin bref, on se lance ? Allons-y. Bonjour à tous, moi c'est Brice. Et moi c'est Yann. Vous écoutez Outsiders. Au cours de mon propos, je vais parler de déviance. Un marginal, c'est quelqu'un qui est dans la marge. Oh, des hippies! Des hippies! Je crois que les hommes sont merveilleux. Il faut peut-être qu'on leur dise. 1, 2, 3, exclusion sociale! La société a pas voulu de nous! Qu'elle se la rassure, on ne veut pas d'elle! On met la radio ? Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode d'Outsiders. On est un nouveau podcast, on s'intéresse à l'exclusion et à la marginalité. Dans le premier épisode, on s'est intéressé aux personnes sans domicile fixe. Et aujourd'hui, on va parler de prison. Quand on a réfléchi à la marginalité, la prison, c'est l'un des premiers trucs auxquels on a pensé. C'est vraiment le lieu de l'exclusion sociale par définition, puisque c'est là qu'on punit des gens qui ont enfreint la loi, mais c'est aussi là qu'on les éloigne de la société. Et puis, c'est aussi quelque chose dont on entend souvent parler, mais avec des réalités qu'on connaît assez peu. Donc tout de suite, moi j'ai commencé à chercher des témoignages de personnes qui étaient allées en prison pour qu'ils nous racontent ça de l'intérieur. Mais toi, Yann, t'es parti sur autre chose. Ouais, j'ai eu envie de prendre les choses à l'envers. J'ai pas voulu rencontrer une personne emprisonnée, j'ai voulu rencontrer une personne emprisonnante. Je trouve ça fascinant, le fait que la société ait prévu une place, un rôle, un métier qui consiste à décider de mettre des gens en prison. Ouais, c'est vrai que le fait qu'il y ait tout un système d'exclusion et de mise à l'écart de la société qui soit aussi pensé, structuré et professionnalisé, quand t'imagines 2 secondes la vie quotidienne des gens dont c'est le métier, ça fait un peu flipper. Bah, je sais pas, je dirais pas que ça fait flipper, non. Elle est belle, la phrase de Victor Hugo, tu sais, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est très beau, mais ça me laisse sur ma faim, ce genre de discours. J'ai le sentiment que l'existence des prisons, tout autant que les écoles, ça répond à un besoin de la société. Je sais pas s'il est sain, je sais pas s'il est justifié, mais il existe, je crois. Et donc, pour en avoir le cœur net, je suis allé au tribunal. Mais pas dans les salles d'audience, entre les avocats, les accusés, les victimes et les curieux. Je voulais pas voir la justice façon théâtre, avec les robes et les plaidoiries. Non, ça, on le fera après. Exactement. Non, là, je voulais voir les juges, et je voulais les voir dans leur bureau, sans les costumes. Bonjour, je cherche le bureau 953. Oula, quel service ? GLD. Juste qu'ils me parlent de leur métier. Merci. Et donc, je te présente Nathalie Rubio. Alors, je m'appelle Nathalie Rubio, je suis juge des libertés de la détention, donc je suis magistrat depuis 13 ans. Un juge des libertés de la détention, ou JLD, pour faire plus court, ça a plusieurs rôles. Un de ces rôles, c'est de choisir de mettre ou pas des accusés en détention provisoire. La détention provisoire, tu sais, c'est quand on est emprisonné en attendant son procès. Et donc là, il y a ce paradoxe que je trouvais intéressant. Sur décision d'un JLD, on peut être emprisonné avant son procès, avant d'avoir été déclaré coupable, et donc alors qu'on est toujours techniquement innocent. On met à l'écart souvent la personne pour protéger l'enquête. Parce qu'on estime que cette personne, 1, pourrait prendre la fuite, 2, pourrait faire pression sur sa victime, 3, se concerter avec ses complices, faire disparaître des preuves, on n'a pas retrouvé le butin, il s'agit d'un gros cambriolage, etc. C'est un peu une petite hypocrisie de la loi, voire une grosse hypocrisie de la loi. La personne est présumée innocente,
Mais on met à l'écart aussi les gens pour éviter le renouvellement de l'infraction. Ouais, c'était un CJ en plus. Oui, c'est ça. En fait, c'était une nouvelle. Qu'une fois. On peut révoquer qu'une fois, même si les causes de révocation sont distinctes. Exactement. Donc ça veut dire que le type, il ne pourra jamais, il pourra plus jamais aller en taule. Ouais, mais ça, c'est mal fichu. On parle chinois là. Absolument. Donc tout ça, c'est des mises à l'écart de la personne qui n'est pas encore condamnée, mais bon, voilà, quand même, dans l'intérêt de l'enquête, on met la personne de côté, bien au chaud. Enfin, au chaud, c'est une mauvaise expression s'agissant de la prison, mais voilà. Est-ce que c'est pas horrible à vivre ? Non, c'est parfois difficile. Il y a des fois où on rentre avec un poids sur le ventre en se disant il n'y avait aucune solution satisfaisante. Des fois, il n'y a aucune solution satisfaisante. Surtout quand on met à l'écart quelqu'un et qu'on sait que la prison va terrasser cette personne. Et causer des dégâts dans sa famille. Et bon, donc on souffre, mais en même temps, on sait que ce qu'on fait est nécessaire. Ouais, donc elle pratique l'exclusion sociale, mais c'est nécessaire. C'est un peu court, non ? Mais attends, on en revient à ce qui m'intéressait au début dans cette histoire. L'exclusion, c'est violent, mais on l'a institutionnalisé. Et c'est bien que ça doit servir à quelque chose. En discutant avec Nathalie Rubio, je me suis aperçu que c'était son avis. Et que paradoxalement, l'insertion sociale, c'est une préoccupation assez majeure pour elle. L'insertion est la clé du vivre ensemble et du respect des lois communes, voilà, qui sont elles-mêmes nécessaires pour qu'on vive bien. Donc, pourquoi la prison va intervenir là et redonner du sens à l'insertion, c'est parce que on observe une personne qui a des manquements répétés aux règles de vie communes, qui causent des dommages quand même très importants, et cette personne, on n'arrive pas à lui faire respecter ces règles-là. Donc on la sort de la société, et pour la mettre à l'isolement, moi je vois ça comme ça, y a des dégâts énormes qui sont causés psychologiquement par la prison, donc il est très important d'améliorer l'enfermement, parce que il y a plein de problématiques liées à l'enfermement en France, parce que les prisons sont honteusement inadaptées, mais cet enfermement a un but bien précis, d'amener la personne à réfléchir pour retrouver une dynamique d'insertion en sortie. La prison, pas celle qu'on a, on fait avec la prison qu'on a en France, mais la prison reste le seul moyen, quand on a tout essayé et qu'on n'arrive pas à réinsérer une personne, voilà. Et le but de la prison, ça va être de réinsérer. Oui, le but pour le magistrat qui envoie en prison, c'est d'amener ce choc, on appelle ça le choc carcéral, c'est d'amener ce choc. Quelquefois, il y a des petits jeunes ou des plus vieux, un seul séjour en prison suffira. Quelquefois, il en faut plusieurs. La difficulté pour nous les juges, c'est de savoir quelle est la peine de prison utile et combien il va falloir de peine de prison, combien de séjours il va falloir. Ça, c'est intimement lié à la personne, à son histoire, à sa personnalité, à la façon dont il aura réussi à se réinsérer ensuite en sortant. En préparant l'interview hier, je me suis amusé à faire un truc, à aller sur Légifrance et à aller voir des choses que moi j'avais déjà faites et à voir ce que ça valait. Usage de drogue, 1 an d'emprisonnement, 3 700 € d'amende. Violation de domicile, 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Distillation sans autorisation d'alcool, 1 an d'emprisonnement, 18 000 € d'amende. Vol, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Et dans la mesure où j'ai fait pousser du cannabis quand j'étais plus jeune et que je le vendais à des amis, production et trafic de stupéfiants, 20 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 € d'amende. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Ça, c'est l'étendard, c'est la valeur dissuasive de la loi. On affiche, on dit attention. La loi, quand elle dit 20 ans de réclusion criminelle, elle dit au public, elle dit aux citoyens, aux habitants, voilà la valeur que je donne, l'importance que je donne
au comportement que j'interdis. Et pourtant, j'ai jamais eu l'impression d'être autre chose que très bien inséré. Oui. Il y a dans la transgression de l'interdit, je vous dirais quelque chose de naturel chez l'homme. Et il y a dans la loi des interdits naturels, le meurtre, les blessures, les violences. Il y a dans la loi des hommes des lois naturelles qui ne font pas partie de votre liste. Donc vous ne les avez pas violées parce que vous êtes une personne insérée et que vous avez compris l'essentiel. Je crois qu'il appartient aussi à la justice d'avoir cette conscience que chaque personne, il y a très peu de personnes à mon avis qui n'ont jamais commis une violation de la loi pénale. Qui n'a jamais commis la moindre malhonnêteté? Il y en a certainement, je le souhaite. On affiche les interdits, on affiche les sanctions pour éviter... c'est une valeur dissuasive. D'accord. Enfin, tout ça, c'est de la théorie. Et c'est important qu'on l'entende effectivement, puisque les témoignages qu'on a enregistrés dans cet épisode entrent en contradiction avec beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Et c'est justement ces contradictions qu'on a voulu explorer. Donc, pour commencer, en sortant de l'interview avec la juge... Nous avons 1 heure de retard. Tu m'as rejoint au tribunal. Des problèmes d'escorte. Et on a pu se rendre à une audience tous les deux. Les juges des libertés de la détention enchaînent des audiences tout l'après-midi. Et ils peuvent juger des affaires jusque tard dans la nuit. Là, en l'occurrence, il est 15h, et il s'agit d'une question de prolongement de détention provisoire. Monsieur, on me dit que vous entendez mal. Est-ce que vous pouvez lire sur mes lèvres ? Je ne m'entends plus parler depuis 9 mois. Je ne sais même pas si je parle bien. Dans le box des accusés, entouré par 2 policiers, il y avait ce vieux monsieur, à moitié chauve, qui ne tenait pas très bien debout. Vu l'état de ses vêtements, on avait l'impression qu'il n'avait pas pu se laver depuis quelques jours. Il avait des appareils auditifs qui visiblement ne marchaient pas du tout. C'est pour ça qu'il parle aussi fort. Vous parlez très bien, ne vous en faites pas. Donc, vous êtes en détention provisoire depuis le 13 janvier 2017. On ne va pas parler du fond aujourd'hui, simplement de l'opportunité de continuer votre détention provisoire. Vous êtes suspecté de vol avec arme en bande organisée. Et vous faites une demande de remise en liberté pour une peine de 5 ans qui s'achève dans 3 mois. Avez-vous quelque chose à dire ? Il est temps que je sorte pour me soigner. Je suis rentré à Beauvais, j'avais des problèmes d'oreille. Maintenant, j'ai des problèmes d'élocution. J'ai pas d'orthophonie. J'ai des paralysies du bas du corps, pas soignées. On ne fait rien. J'ai fait 5 chutes. J'ai une attelle pour mes problèmes d'incontinence. On me donne des produits hygiéniques pour femmes. Elles sont trop petites. Je confectionne mes couches avec des sacs poubelles et du sopalin. Je peux pas me laver. C'est humiliant. Notre première sensation, quand on a vu et entendu ça a été de se dire que ce vieil homme, il méritait pas ça. Je sais pas toi, mais moi j'ai eu un profond sentiment d'injustice face à lui. Ah ouais, je me suis dit merde, mais la prison l'a complètement ravagé. Et puis il a même pas encore été jugé, là il faut juste qu'il puisse se soigner en attendant son procès. De toute façon, tu vois son état, tu te dis il va pas pouvoir aller bien loin. La prison, dans un premier temps, elle m'a fait des bénéfices. Ça m'a permis de me donner rendez-vous avec moi-même, de me reconstruire. Là, elle est désastreuse. Elle ronge ma famille, mes projets. Le temps ronge tout. Je me ronge, moi. Je crois que tout a un temps. Et aujourd'hui, il est temps que je sorte. J'ai peur de ne pas sortir en entier. Les conditions de détention, elles sont bien.
Mais pour ma santé, j'ai aucun soin. Je suis entré sourd et je vais sortir sourd et muet. Je regrette ce que j'ai fait. Je le regrette pas aujourd'hui devant vous. Je le regrette depuis 2 ans et demi. Alors par contre, faut qu'on vous dise, c'est absolument interdit d'enregistrer dans une salle d'audience. Donc cette audience, elle a bien eu lieu, mais ce que vous entendez, c'est pas l'enregistrement de l'audience à proprement parler. C'est une reconstitution qu'on a fait jouer par des comédiens à partir de nos prises de notes. La juge... Il y a des bruits peut-être de dossier, non? Et donc on va dire que le moment où vous remettez à la ligne, c'est le moment où la personne, par exemple, a fait une pause. Bah là, c'est juge, avocate, juge... On s'est dit que ce serait une bonne manière de vous plonger dans cette audience, de la vivre exactement comme nous on l'a vécu. De la radio. J'ai 2 questions. D'abord, est-ce que vos problèmes de santé existaient avant la prison? Oui, j'ai des acouphènes depuis 45 ans. J'étais malentendant, mais je m'entendais parler. Et les appareils m'aidaient. Comme je n'entends plus... Il n'y a pas de prise en charge musicale? Il y a une prise en charge, Madame la Présidente. Mais les appareils ne sont pas réglés. Il n'y a pas de technicien. Croyez-moi, j'ai essayé, mais c'est impossible de faire rentrer un technicien en prison. Et puis... Des questions? Le procureur s'est levé. Non, Madame la Présidente. Et c'est à partir de ce moment précis que notre sentiment d'injustice a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Je requiers son maintien en détention provisoire. Les délais d'achèvement de la procédure sont de 6 mois avec une mise en accusation dans la foulée. Ce sera le dernier débat. Monsieur affirme qu'il y avait un commanditaire. Et même si cela est difficile à croire, si c'était vrai, il existe un risque de collaboration. Mais surtout, le risque majeur, c'est le risque de non-représentation. C'est un risque majeur. Malgré les difficultés connues, ça ne permet pas d'évincer le risque de récidive. Monsieur Kedash a toujours des liens avec une ribambelle de personnes de la grande criminalité. Il pourrait encore planifier des faits, ce n'est pas juste théorique. Monsieur est bien intégré dans le milieu. Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian. Là, j'avoue, on est un peu tombé de notre chaise. Bah ouais, parce que d'un seul coup, on a compris à qui on avait affaire. Ce petit vieux, apparemment très affaibli et tout inoffensif, c'était en fait le responsable d'un braquage assez impressionnant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Kim Kardashian, c'est une star de la télé-réalité américaine qui s'est faite cambrioler en pleine nuit dans un hôtel particulier à Paris en octobre 2016. Les braqueurs étaient une dizaine, ils lui ont volé pour 9 millions de dollars de bijoux, dont la bague de fiançailles qu'elle avait photographiée sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt. À l'époque, ça avait fait rire certains. La star un peu vaine qui se fait voler ses bijoux. Mais on parle quand même d'une équipe qui a débarqué en pleine nuit et qui a mis un flingue sur la tempe de la dame. Aït Kedash, il est présenté comme le cerveau de l'affaire, il a déjà plusieurs braquages à son actif depuis les années 70, et le soir des faits, c'est lui qui a ligoté Kim Kardashian, qui l'a porté sur son dos jusque dans la baignoire, on l'a retrouvé. Oui, c'est difficile à imaginer quand on voit son état maintenant. Pour avoir un peu parlé à son avocate à la fin de l'audience, elle nous dit qu'il y a 2 ans, au moment de son arrestation, il était en bien meilleure forme physique. Il entendait déjà plus grand-chose, mais au moins il pouvait marcher et surtout se soigner. Et ce n'est pas sa vie d'avant. En octobre 2010, il était condamné à 5 ans de prison. Quand on l'a retrouvé, il vivait sous une fausse identité, de manière quasi clandestine, en cavale depuis des années. De plus, monsieur est originaire d'Algérie. Alors, peut-on croire qu'il se présenterait à la justice si on le libérait? Non, il ne faut pas écarter la possibilité du retour au pays. Alors oui, le temps commence à passer. Mais rappelons-nous du montant du préjudice, du trouble à l'ordre public et de la qualité de la victime. C'est pour l'ensemble de ces raisons, Madame la juge, que je requiers la prolongation de la détention provisoire. Madame l'avocate, c'est symptomatique de ces investigations internationales qui sont focalisées sur la victime aux États-Unis. Pas besoin de nous sortir les grands mots et de nous faire monter la sauce. On nous fait miroiter une date de fin de l'instruction. Il y a 2 mois, on nous disait que ça serait fini dans 4 mois. Il y a 1 an, on nous disait dans 6 mois. Ça mérite pas une prolongation du mandat de dépôt. Quand il est entré en prison, Monsieur Kedash n'était pas le vieillard qu'on voit aujourd'hui. Il ne se faisait pas caca dessus. Alors bon, le renouvellement de l'infraction, excusez-moi. Franchement, vous croyez qu'il braquerait Kardashian en déambulateur? Il a tiré son fils et sa compagne en prison.
Il a raté les fiançailles de son autre fils. Il a reçu des électrochocs en détention, tout ça il le voit et il le sait, ce n'est plus la même personne qu'il y a 5 ans. Et puis vous évoquez la cavale, on nous raconte des attaches en Algérie, mais sa cavale, la dernière fois, elle s'est finie à Vincennes. Alors bon, aujourd'hui il est invalide à 80%. Il dispose de revenus licites, une allocation adulte handicapé proche du SMIC, il pourrait être hébergé par sa femme, il pourrait sortir. On lit son dossier et on a l'impression que c'est Al Capone. Et puis quand on le voit, on est un peu déçu. Donc oui, il va se présenter à la justice. On peut le libérer avec un contrôle judiciaire et il sera à la disposition de la justice. Il va pas partir dans une cabane qu'il sera pas capable de mener à bien. Monsieur Kedash n'est pas plus susceptible de s'enfuir que les autres personnes de ce dossier, or, il est le seul qui n'est pas libre. La cavale, franchement. Faut lui faire confiance à lui aussi, il n'y a aucun risque pour l'instruction. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur ? Oui, je veux sortir, mais je veux avant tout me soigner. Je vis dans la peur. J'ai très peu de rapports avec les gens, je suis tout seul. Ma femme, mes enfants, faut que je sorte. J'espère qu'on va pas attendre qu'il y ait plus rien autour de moi pour m'ouvrir la porte. Non, non. À ce moment-là, faudrait même pas m'ouvrir la porte. Que mes parloirs deviennent silencieux, c'est ça que vous voulez. L'audience est suspendue. La suspension de l'audience a duré, je dirais, un gros quart d'heure. Et puis on a été rappelé dans la salle pour la décision. La juge a décidé de maintenir Aït Kedash en détention provisoire, principalement parce qu'elle avait peur qu'il ne se présente pas à son procès, en quittant la France par exemple. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore la date de l'audience. Les procédures sont très longues entre la France et les États-Unis. Et en attendant, l'état d'Aït Kedash se dégrade tous les jours et il est toujours présumé innocent. Son avocate a donc demandé une expertise pour qu'il puisse avoir accès à de meilleurs soins en prison. Oui, et puis l'avocate nous a aussi expliqué que les libérations par les JLD étaient assez rares. En tout cas, elle disait qu'elle n'avait jamais obtenu de libération dans ce tribunal. D'ailleurs, Aït Kedash avait même pas l'air surpris par la décision. Il a simplement haussé les épaules et ils se sont échangés un sourire désolé avec son avocate. Donc on voit bien que la prison, surtout dans cette affaire, c'est un dilemme permanent entre la situation de la personne et le besoin de la société. Mais là, j'ai l'impression que ce qui ressort le plus, c'est la problématique des conditions de détention. Et aussi de savoir si la prison remplit réellement son rôle de réinsertion après la peine. D'ailleurs, tu as rencontré des gens qui ont un regard assez sévère sur tout ça, je crois. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On prend un café et je te raconte après ? Allez, petite pause, ça marche. Salut, moi c'est Julie. Pendant que les deux animaux sont partis se faire un café, faut que je vous parle. Ces deux-là, c'est avec moi qu'ils ont commencé la radio. Brice sur Radio Campus Paris et Yann sur VDU Radijas, un truc en Lituanie. Vous comprendrez qu'ici je fais un peu figure d'autorité. Maintenant, je les vois trimer sur ce nouveau bébé, se saigner pour vous le faire de qualité en plus, avec du vrai bon son et tout. Et bah c'est que ça coûte du blé, quoi. Donc ça va, le résultat ça vous plaît jusqu'ici ? Vous aimez ça, le podcast indépendant, créatif, qui vous remue un peu ? Eh bah allez, vous allez devoir leur filer un coup de main maintenant. Déjà, abonnez-vous au podcast. Suivez-les sur Facebook et sur Twitter pour rien rater et qu'ils apprennent à vous connaître un peu eux aussi quand même. Faites passer le mot aussi. Rien vaut un bon bouche à oreille. Alors demain à la machine à café ou au dîner de famille, on parle d'Outsiders, ok ? Et puis là, comme ils pourront pas vous faire d'autres épisodes de leur poche, va falloir aider. Les mecs ont des idées, mais pas de pétrole. Ils ont un compte Tipeee, c'est un genre de cagnotte en ligne. C'est simple et c'est super rapide. Le moindre euro, ça pourra aider, vraiment. Et puis, si vous êtes une entreprise ou une start-up et que vous voulez qu'ils parlent de vous, contactez-les, ils sont chauds, y a pas de souci. Ou si vous produisez des podcasts et que vous voulez les aider à faire la suite, c'est pareil, n'hésitez pas, vous pouvez leur écrire à pod.outsiders@gmail.com. Allez, je vous embrasse. C'est génial. Ça marche. Je me demande si c'était pas un poil surjoué. Ça te va les niveaux là ? Ouais, moi c'est bon. Okay. Tu connais les gens qui ont fait de la prison, toi ? Des gens de ton entourage, tu vois, je veux dire. Non. Enfin, non, je connais personne. Moi, je connais 2 personnes. Un dont je sais qu'il a fait de la prison. L'autre où c'est une supposition assez forte. Mais dans les 2 cas, je leur en ai jamais parlé. J'ose pas et c'est dommage. Oui, c'est vrai que dans Outsiders, il y a cette part de subjectivité qu'on souhaite assumer à fond.
Et il y a des thématiques auxquelles on peut s'identifier plus facilement. Là, pour la prison, c'est vrai que c'est pas évident. Et socialement, c'est pas étonnant non plus qu'on se sente pas concerné quand on sait qu'on vient de milieux privilégiés. Je suis allé voir une étude de l'Observatoire des inégalités, par exemple, c'est assez sidérant. Plus de 40% des détenus en France sont issus de milieux ouvriers. Et par contre, il y a moins de 5% de cadres et professions intellectuelles. Et sur la même étude, on voit que 3/4 des détenus ont quitté l'école avant 18 ans. Alors, évidemment, on pourrait passer des heures à expliquer les mécanismes qu'il y a derrière ces chiffres et donner des contre-exemples à chaque fois. Mais je pense que le milieu d'où on vient, là où on est né, explique largement que la prison n'est jamais fait partie de notre champ de vision à toi et à moi. Un peu comme pour les gens qui se retrouvent à la rue, par exemple. D'ailleurs, c'est souvent lié, la rue et la prison. Selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, il y a 1/4 des gens qui sortent de prison qui n'ont pas de logement stable en sortie. Et donc, on galérait un peu à trouver des témoignages autour de nous, et en fouillant un peu, j'en parlais comme ça à une collègue. Quand elle a su qu'on préparait quelque chose sur les prisons, elle m'a dit « Il faut que tu viennes chez moi, j'ai quelque chose à te montrer, ça peut t'intéresser ». Pour moi, elles sont toutes différentes et parce que mine de rien, ils racontent jamais la même chose dedans, tu vois. Et c'était quoi, des lettres ? Tu vois, ils m'envoient des photos aussi. Exactement. En fait, Camille, ça fait 4 ans qu'elle entretient une correspondance avec John. Tu vois, il est là. Ah ouais. Ouais. Là, c'est avec sa mère. John ? Et c'est là son frère. Non, John, il est américain. Alors... Et il est en prison, en Floride, depuis plus de 20 ans. Il n'y a qu'une page. D'habitude, il y en a un peu plus. C'est marrant, il y a une écriture super féminine. Ah, tu trouves ? Ouais, je trouve, ouais. Peut-être des lettres un petit peu arrondies. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça. Et pas n'importe quelle prison. En fait, il est dans le couloir de la mort. Il a été condamné à la peine capitale. Mais comment est-ce que ta collègue à Paris s'est retrouvée à écrire des lettres à un condamné à mort aux États-Unis ? Elle est passée par une association française qui met en relation des détenus et des correspondants. Et Camille, elle a toujours voulu faire ça, depuis qu'elle a vu le film Dead Man Walking au lycée. Le petit gars. Walter. Quoi ? Je l'ai tué. Il y a des profondeurs du chagrin que Dieu seul peut toucher. Votre acte était une abomination, Matt, une abomination. Mais vous avez retrouvé la dignité. Personne ne peut vous l'enlever. Tu es le fils de Dieu, Matthew Poncelet. C'est un film avec Sean Penn qui joue un condamné à mort et Suzanne Sarandon, une nonne, qui l'accompagne dans ses derniers jours avec le plus de dignité possible. Ça, personne ne m'avait jamais dit que j'étais un fils de Dieu. On m'a traité de fils de vous savez quoi plein de fois, mais jamais de fils de Dieu. Je souhaite que ma mort soulage un petit peu les parents. Vraiment, je le souhaite. Peut-être que la meilleure chose que vous puissiez faire pour les Perciers et les Delacroix, c'est de leur souhaiter la paix. Vous savez, je sais pas ce que c'est que l'amour non plus. J'ai jamais aimé de femme particulièrement, ni personne. C'est au moment où je vais crever que j'apprends ce que c'est que l'amour. Le but, c'est de créer du lien, et puis c'est de défendre l'humain. Enfin, c'est de pas oublier que ces personnes qui sont incarcérées, qui sont quand même condamnées à mort, elles sont humaines. Et quoi de plus humain que d'écrire, en fait, que d'écrire ce qu'on pense, que de décrire notre vie à quelqu'un d'autre qu'on connaît même pas. Je pense que la relation épistolaire, c'est ça, c'est aussi une connexion entre deux personnes. Et je pense que ça fait du bien aussi. Et elle arrive à faire ça, à lui parler sans jugement, sans préjugés. Est-ce qu'elle sait ce qu'il a fait, par exemple ? Évidemment, moi aussi, c'est une des premières questions que je me suis posée. Mais pour moi, c'est pas ça qui le résume. C'est pas son crime, c'est pas ce dont quoi on l'accuse. Ouais, pendant plusieurs années, pour moi, j'avais pas envie de savoir. J'avais pas envie de savoir ce qu'il avait fait, et puis tant qu'il m'en parlait pas, j'avais pas à savoir. Je voulais pas forcément apposer une étiquette de criminel sur une personne que je connaissais même pas. En fait, je pense que de toute façon, quoi qu'il ait fait, c'est pour ça que je voulais pas savoir, parce que quoi qu'il ait fait, j'aurais quand même entamé cette relation avec lui.
Même s'il avait fait le truc le plus horrible que tu puisses imaginer. Oui. Oui. C'est super beau, moi je pense pas que je serais capable de ça. En fait, c'est en discutant avec mes parents, mes amis et mon fiancé. Déjà quand j'en parlais, il me disait toujours ouais, quand même, oui, c'est pas quelque chose que tout le monde fait, mais enfin, t'as pas peur quand même d'entretenir une relation avec un mec. Et j'ai tapé son nom sur Google. Et j'ai eu quand même plusieurs minutes d'hésitation. Je me suis dit, oh là là, mais pourquoi t'as besoin de savoir ça, en fait ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Son histoire, c'est que c'est un braquage qui a mal tourné, avec une histoire de drogue. Et puis, la conséquence, c'est un homicide involontaire. Mais voilà, effectivement, c'est des informations que j'ai eues en plus, mais qui n'ont en aucun cas alterné la vision que je pouvais avoir de lui. T'es face à quelqu'un qui a tué quelqu'un, pas volontairement. Est-ce que selon toi, il mérite d'être en prison ? C'est une réponse que c'est pas à moi de la donner, c'est à la société entière. C'est une réponse qui se construit à plusieurs, qui se construit avec des juges, avec les citoyens. Enfin, voilà, je suis pas une personne anti-carcérale pure et dure. Je suis contre la peine de mort. Mais au niveau de la prison, que la prison ait des vertus, en fait, je sais pas. Je sais qu'une fois, il m'avait dit qu'on doit payer pour ses crimes. Tu vois, on doit, dans le sens où... mais je pense qu'il parlait plutôt aussi de... Tu vois, à un moment, il avait été plus ou moins délinquant, il a fait des erreurs, il m'a dit, voilà, la prison, ça te rappelle qu'il y a des choses que tu peux pas faire. Après, en fait, c'est plus au niveau des peines. Enfermer quelqu'un à vie... En fait, je pense que c'est le verbe mériter, tu vois, qui me gêne. Enfin, forcément, il faut punir. Mais il faut punir justement. La prison, pour Camille, c'est un peu devenu une obsession au fil des années. Elle a fait beaucoup de reportages sur le milieu carcéral. Elle a aussi fait un documentaire sur une créatrice de mode qui organise des défilés avec des femmes détenues. Mais au final, avec toutes ces expériences, ce qui la choque le plus aujourd'hui, c'est vraiment les conditions de détention. Je veux dire, il y a plein d'autres systèmes carcéraux ailleurs où on ne traite pas les détenus comme des animaux. Enfin, tu vois, où on n'en oublie pas qu'ils sont humains et que toute personne, même accusée d'un crime, doit être traitée aussi dignement. Enfin, je veux dire, à un moment, tu vois, la John, il me disait, il y avait des rats, à un moment, il y avait des poux, il y avait des cafards. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est... Enfin, il faut dénoncer ces conditions-là. En Norvège, tu vois, t'as des détenus qui sont enfermés sur une île, donc à part... Tu vois, ils sont sur une île, mais ils sont en liberté, tu vois, ils ont chacun leur appartement, on sent qu'il y a une vraie volonté aussi de se reconstruire, d'aller de l'avant, d'apprendre de ses erreurs. Ouais, moi je pense que c'est la dignité, ouais. Tu vois, il y a un livre de Ernest Gaines que j'ai lu qui dénonce ça, tu vois, à travers le récit d'un jeune noir qui est condamné à mort alors qu'il est innocent. Et le titre, c'est « Dites-leur que je suis un homme ». Et je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier, tu vois, quand on punit quelqu'un et ensuite on l'incarcère. Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier, ils m'ont bien gardé. Et puis, ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content ? Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée. C'est Picêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os.
La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié homme, moitié maison. Je suis sa proie. Elle me couve. Elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable. Que vais-je devenir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Bon, alors pour cet épisode, on n'est pas allé en reportage à l'intérieur d'une prison. C'est possible de le faire. L'administration pénitentiaire autorise parfois quelques médias à pénétrer dans des prisons. Toi, Brice, tu l'as fait en 2014 avec iTélé. Parloir ? Premier étage, est-ce que tu peux mettre la feuille des parloirs dans le yo-yo, s'il te plaît ? Effectivement, on avait pu filmer pendant 1 heure à l'intérieur de la maison d'arrêt d'Auxerre. C'est 3 ailes de 30 détenus environ, ce qui fait grosso modo 90 détenus à l'étage. Ce qui n'est pas évident, c'est de s'occuper du cas par cas, quoi. Du détenu même, on n'a pas forcément le temps de s'occuper, sachant qu'il y a des mouvements qui se succèdent, soit infirmerie, soit sport, soit promenade, soit notification de grève. À l'époque, il y avait environ 80 places dans la prison pour 160 détenus. Là, c'est notre lit. On a un petit peu de... pas trop d'intimité. On a un placard pour ranger les affaires, tout ça. Puis lavabo pour faire un peu le sanitaire, tout ça, et puis les WC. Et la moitié des prisonniers purgeaient des peines de moins d'1 an. La surpopulation carcérale, ça a des conséquences dramatiques sur les conditions de détention. C'est par exemple très compliqué de travailler, de reprendre des études ou tout simplement de faire du sport. Alors que tous les détenus, théoriquement, ils y ont droit. Faire tourner tout le monde, on en est venu à faire des listes de un passage par semaine. Ça fait pas beaucoup pour se défouler, c'est vrai. C'est intéressant à faire comme reportage, mais le problème de ce genre de visite, c'est que tu as très peu de temps pour tourner et au final, tu peux pas vraiment parler aux détenus ou alors quelques minutes, pas plus. Et surtout, tu as constamment des gardiens de prison ou des employés du service communication du ministère de la Justice qui te suivent absolument partout. Ouais, pas terrible. L'idéal, c'est quand même d'avoir une parole un minimum franche et libre. Et c'est pour ça que je suis parti rencontrer une ancienne gardienne de prison en me disant qu'elle pourrait nous raconter la prison de l'intérieur plus librement. Bonjour. Ça va et vous ? On est allé s'asseoir dans un petit parc près de chez elle. Un parc parfois un peu bruyant. Autant les trains et les voitures ça va, mais là, c'est un peu hardcore ça. Il y en a beaucoup ? Hein ? Il y en a beaucoup qui passent ? Non, aussi... Il y a un aérodrome pas loin, mais il y en a pas... Et elle m'a raconté les raisons qui l'avaient poussée à démissionner de l'administration pénitentiaire après 9 ans de travail derrière les barreaux. Et elle s'appelle comment ? Je m'appelle Céline, j'habite en région parisienne. J'ai été surveillante pendant presque une dizaine d'années. Pourquoi elle est devenue surveillante à la base ? Parce que je cherchais un métier dans le social. Et c'est ce que je voyais moi dans la prison. Et à ce moment-là, il y avait une grosse campagne de pub. La prison change, changez-la avec nous. Et je me suis dit, vu mon parcours et mes études, que ça pouvait être pas mal. Et après, j'ai changé d'avis quand j'ai vu ce que c'était. Du coup, je suis restée surveillante 9 ans. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'on ne nous donnait pas les moyens de le faire. Et c'est à cause de ça qu'elle a démissionné, j'imagine ? Oui, en partie. Mais il s'est passé autre chose. Une rencontre qui a complètement changé sa vie. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre avec Christian ? Il a pris plus de 20 ans de prison. Et du coup, on a commencé à... J'étais sur un poste de... J'étais pas dans les étages en fait, j'étais dans un bureau, mais au sein de la prison. Et on a commencé à échanger sur tout, sur rien, sur sa vie. Moi, pas trop sur la mienne, parce que j'aimais pas raconter ma vie aux détenus, mais... de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je le voyais tous les jours parce qu'il venait dans le secteur où j'étais. Et je me suis rendu compte quand il venait pas que ça me manquait et que j'attendais le moment, il avait une heure précise où il arrivait et je me suis rendu compte que ça me manquait quand il est pas là et du coup je me suis posé des questions et puis il y a un moment, tu fais un choix, tu te dis soit tu assumes ou alors tu passes à côté de quelque chose. Puis j'ai décidé d'assumer en fait. Voilà. Vous étiez amoureuse, quoi. Voilà, exactement. On n'a pas le droit, déjà, d'être amoureuse d'un détenu. Ça arrive. Moi, la première, j'ai jeté la pierre à certaines à qui ça a pu arriver. Et puis,
ça vous tombe dessus et puis on n'a pas le choix, quoi. Après, soit on le camoufle, soit on change de prison, moi je me suis dit, j'étais avec quelqu'un à l'époque et je me suis dit, c'est pas honnête, quoi. Donc du coup, j'ai décidé d'assumer et du coup de quitter l'administration, de changer de métier et d'assumer mon histoire. Ça a dû être super compliqué comme histoire. Ils sont restés combien de temps ensemble ? Ah mais ils sont toujours ensemble. Ça fait 8 ans. Quand ils ont officialisé leur relation, Christian il a demandé à changer de prison pour que Céline ait le temps de s'organiser. Elle a démissionné, trouvé un autre travail dans la réinsertion. Ils ont obtenu une autorisation de parloir et ils ont même eu un enfant. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Ils vivent ensemble. Lui, il a trouvé un travail. Mais bon, la vie personnelle de Céline en a quand même pris un petit coup puisque toute sa famille refuse de lui parler aujourd'hui. Mais pourquoi ça ? Disons que malgré 20 ans de prison, la famille de Céline a encore du mal à accepter que Christian soit un autre homme. Comment c'est un autre homme ? Christian, il avait été condamné pour meurtre. Et pas pour n'importe quel meurtre, parce que ça peut vous concerner, c'était le meurtre de son ex-femme. Ouais. J'imagine que forcément la question, c'est la question que tout le monde doit vous poser en fait, quoi. Comment vous faites ? À partir de quel moment vous décidez de faire confiance ? Est-ce que vous avez peur ? Alors ça peut sembler bizarre, mais j'ai jamais eu peur en fait. Mais c'est vraiment à cause de tous les... Enfin grâce, pas à cause, mais de tous les échanges qu'on a pu avoir. Et puis c'est une histoire qui m'a racontée assez spontanément. J'ai pas eu à aller chercher les réponses. Il m'a expliqué les détails, il m'a expliqué comment, pourquoi et les regrets. Enfin, tout, voilà, c'est vraiment des échanges qu'on a pu avoir et puis après c'est comme n'importe quel couple, hein, la confiance elle vient petit à petit et il a su me démontrer les choses. Hein, il avait déjà pas beaucoup de famille et de partir de la région parisienne pour me prouver que s'éloigner, me prouver que voilà que j'avais le temps, qu'il me laissait le temps de faire les choses et tout ça, pour moi ça a été une belle preuve aussi, quoi. Et, malgré qu'il ait été incarcéré, il m'a donné les preuves que j'attendais en fait. Moi je fonctionne beaucoup comme ça, je vois évoluer les personnes, je vois ce qu'elles font, je vois ce qu'elles disent et petit à petit voilà ça s'est construit vraiment petit à petit. Mais j'ai la peur, non, je me suis jamais dit, oh mon Dieu, il va m'arriver quelque chose. Même maintenant qu'il est dehors, pas du tout. Non, c'est... Ça montre, ça révèle de votre part une certaine foi dans le système carcéral aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que dans son cas, le système carcéral a bien fait son rôle. Alors moi, je dirais pas que le système carcéral a fait son travail, je dirais que lui a travaillé sur lui, en fait. Est-ce qu'on peut pas dire que le système carcéral l'a amené à travailler sur lui ? Non, je pense que c'est vraiment pour lui comme pour les autres, hein, je pense que c'est de se dire qu'on a quelque chose à construire derrière, qu'il y a quelque chose qui nous attend derrière, qui fait que les personnes aussi arrivent à progresser et à travailler sur elles. C'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que c'est ça qui joue beaucoup plus que le système carcéral. Si, il voyait des psychologues, ça c'était obligatoire pour lui, il en voit toujours maintenant. Je crois que c'était à peu près 1 fois par mois. Mais oui, après, il y a eu un travail de fait à ce niveau-là. Mais lui a changé à partir du moment où il a vu qu'il a repris espoir à se dire qu'il y a quelque chose qui m'attend dehors, quoi. J'imagine qu'au début, vous étiez un peu méfiante. Ah oui. Ah oui, au début, dans ce type de relation, c'est une chance sur 2, quoi. Soit il t'utilise pour avoir ce qu'il veut, comme certaines collègues qui se sont fait avoir et qui ont rentré des téléphones portables ou des choses comme ça. Pour moi, c'était un test. Hein. Je dis, à partir du moment où il aurait même osé me demander quoi que ce soit, j'aurais vu que c'est pas à moi qui tient, mais qui m'utilise pour faire rentrer quoi que ce soit. Moi, avec un enfant, je me serais jamais amusée à ce genre de choses.
ouais, c'est toutes ces petites choses qui m'ont amené à me dire que je pouvais construire quelque chose avec. Parce qu'il n'a jamais rien exigé de moi. Donc, voilà. Ben, ça se passe très bien. On est rentré dans la petite routine de monsieur et madame tout le monde. Donc, je vais travailler, il va travailler, on récupère les enfants. Voilà, il a réussi à trouver un travail depuis quelques mois. Et en CDI, sa réinsertion n'a pas été simple. Elle est toujours pas si simple que ça avec tous les rendez-vous qu'il a. Mais voilà, on a réussi à trouver un bon rythme, mais ça reste pas simple non plus. Enfin, toute l'année pour arriver jusqu'au CDI, ça a été un parcours du combattant. Et t'as pu le rencontrer, Christian? Il a bien voulu te parler? Oui. Après l'interview, on a pu aller chez eux juste après que Christian soit allé chercher les enfants à l'école et avant qu'il commence son travail. En ce moment, il est en horaire de nuit. Bonjour. C'est qui? Demande-lui. C'est Brice. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Et effectivement, ils vivent comme monsieur et madame tout le monde dans une petite maison en région parisienne. Et comment il va? Je suis en vie, donc ça va. Je vis, donc ça va. Je respire, donc je pense que ça va. Est-ce que vous, la prison vous a apporté quelque chose ou pas? Que dalle. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Des fois j'entends des reportages des enculés à la télé qui disent ça leur a fait du bien l'avoir en prison. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Si tu n'avais pas fait ce qui était pas bien, tu serais pas là, point. Heureusement il y a un endroit pour ça, pour les gens qui ont fait des choses qui sont pas bien, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Je sais pas qu'est-ce que j'ai pu apprendre, j'ai su la seule chose à faire, c'est de me contrôler. Parce que je vois que tout le temps, on me mettait des bâtons dans les roues comme ça pour pouvoir péter un câble, pour pouvoir faire n'importe quoi. C'est tout. Mais la prison ne m'a rien appris. J'ai renie d'entendre quelqu'un dire que la prison apprend quelque chose à quelqu'un. Pourquoi on aurait mis les gens en prison alors, si c'est pour apprendre? Non. J'ai horreur d'entendre ça. Ils t'ont privé de... Par exemple, tu avais droit à, je sais pas moi, tu avais droit à un porte-clés, ils te l'ont enlevé. Tu avais droit à un t-shirt, ils te l'ont enlevé. Ils ont maltraité tes parents devant la porte au parloir. Tes enfants et tout, et puis ils t'ont appris quelque chose, ces gens-là. C'est ces gens-là qui t'ont appris quelque chose. On est là pour comment dire ça? Pour faire une peine pour ce qu'on a fait. Moi, je fais la peine, et puis j'ai fait la peine, et puis voilà, ils m'ont rien appris. C'est ça, mais c'était quand même un endroit pour prendre le temps qu'il fallait pour vous travailler sur vous-même. C'était ça le but en fait. Mais ça. Mais travailler sur moi-même. Comment vous pouvez travailler sur vous-même qu'à matin, midi et soir, on cherche à faire de vous un animal? Comment quelqu'un peut travailler? Et puis, s'il y a des gens qui sortent dehors, moi, avant, des fois, je me disais, ouais, regarde ce qu'il a fait, machin. Mais moi qui ai passé 15 ans en prison, je sais que des fois, et je le dis, des fois, c'est eux les responsables. Hein. C'est eux les responsables de ce que ce petit est devenu. Alors donc, si ça a permis à travailler sur moi, je ne vois pas quel travail, mais bon, j'ai juste regardé et puis j'ai été plus malin. Voilà. Se disant, je sais ce que tu veux, je sais ce que tu attends. Ah ouais, c'est pas comme ça va pas se passer comme ça. Voilà. C'est tout. Ça va se passer comme moi je veux et petit à petit, on va faire les choses et puis je vais y arriver à glisser de ça, de tout ce problème, tous ces trucs-là. Moi, j'étais en centrale, et des fois, le matin, ils s'amusent à lâcher l'œilleton. Vous savez, ça fait du bruit quand même, et vous êtes en train de dormir. Des petits trucs comme ça. Alors donc, s'il y a des gens qui sortent avec la haine, faut pas qu'ils s'étonnent que les gens font n'importe quoi. Faut pas que les gens s'étonnent. Non. On n'apprend rien là-dedans. On travaille. On n'a pas le temps de travailler sur soi. On a juste le temps de se dire... Ah, faut que je sorte de là parce que de toute façon, il n'y a rien qui va changer là-dedans. Je peux faire ce que je veux, ils vont toujours me prendre pour un enculé. Donc, c'est pas la peine. On fait ce qu'il y a à faire et puis on sort de prison et puis voilà. Hein. Et puis c'est derrière nous et puis enfin moi personnellement. Et là, je t'avoue que j'étais un peu gêné. Et je pense que ça s'entend dans la façon dont je pose mes questions. Ouais, ça s'entend. Je me suis rendu compte en y allant que je m'attendais à une forme de repentance de sa part. Et clairement, là, il n'y est pas du tout. Je m'attendais à tomber, moi, sur quelqu'un qui m'aurait dit
ce que j'ai fait, c'est horrible, je m'en veux encore aujourd'hui, j'ai appris de mes erreurs. Ouais, normal. Et en fait, pas du tout, il s'est reconstruit autrement. Avec le recul, je pense même que c'est grâce à cette assurance et cet aplomb qu'il s'en est sorti. S'il avait passé sa vie à culpabiliser et à regretter, peut-être que la prison l'aurait complètement détruit. Et au final, on s'en fout de son attitude. Enfin, on s'en fout. Moi, je m'en fous pas du tout. Hein. Attends, le gars, il a fait une infraction. Il a été puni. Il y a des juges qui ont validé sa sortie. Il est réinséré. Il a un travail. Il a des enfants. Il est heureux. Ce qu'il dit, comment il se reconstruit, au final, ça regarde que lui. Et pourtant, on sent bien que ça t'a choqué. Et je vais pas te le cacher, ça m'a vachement choqué aussi qu'il soit aussi comme ça sûr, affirmé. C'est pas que ça m'a choqué. Mais en fait, c'est que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et je me suis posé des questions sur ma réaction. Si je voyais encore ce gars comme potentiellement coupable, alors qu'il avait payé sa dette à la société, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui cloche dans la réinsertion. Est-ce qu'aujourd'hui, la prison donne des réelles possibilités de rebondir et de réinsertion aux anciens détenus ? Mais enfin, là, c'est le dilemme Bertrand Cantat. Et franchement, pour moi, c'est pas parce qu'il a légalement payé sa dette à la société que j'ai envie de l'entendre dire « le passé, c'est le passé ». Ok, d'accord. Bon, déjà, Christian, il fait pas des concerts et des unes de magazines, donc c'est différent. Et puis, de toute façon, on fait quoi ? On espère que les remords le bouffent et qu'il se suicide. On lui tatoue tueur de femmes sur le front, il trouve plus jamais de métier, on le laisse pas avancer dans la vie. Non, parce que franchement, si c'est pour lui laisser aucun échappatoire, autant réinstaurer la peine de mort tout de suite. Pendant tout cet épisode, depuis ton interview de la juge, on parle de réinsertion. C'est ça l'enjeu. Donc tant pis si le ton de sa voix nous semble un peu trop vindicatif ou un peu trop affirmé. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Bon, et la réinsertion, ils y croient, Céline et Christian ? Pour avoir travaillé dans une centrale, donc là où on rencontre les très grosses peines, quand on a passé 20 ans de prison et moi je me rappelle d'une personne qui s'est, pour le coup je l'ai vécu, qui s'est suicidée une semaine avant la sortie. Et il me disait, vous vous rendez compte, surveillante, quand je sors de la prison, je ne sais même pas où je vais. Ce monsieur, il avait 65 ans. Il avait passé plus d'une vingtaine d'années à prison. Pour lui, il n'avait aucun avenir dehors, quoi. Il ne savait pas c'était quoi un ordinateur, il ne savait pas c'était quoi un téléphone portable. Il n'avait plus de famille. Pour lui, sa vie, elle était en prison, quoi. Il avait plus... il avait peur, quoi. Et une semaine avant sa sortie, il s'est suicidé. Quand on entend une histoire comme ça, on se rend compte que la mission, c'est un échec total. Alors c'est un échec pour une bonne partie, à mon sens en tout cas. Pour des personnes qui n'ont pas de famille à l'extérieur, c'est un vrai parcours du combattant qu'il faut mener tout seul. Et vous sortez, vous avez toutes les démarches à faire. Vous sortez sans rien, parce que rien n'est fait à l'avance. C'est-à-dire que je viens faire 20 ans de prison, je sors, je dois faire mes démarches pour avoir le RSA, je dois faire mes démarches pour avoir ma CMU. Certains ne savent pas c'est quoi une carte de transport, sont obligés de frauder, et puis ils sortent sans un sou. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites avant la sortie, pour que psychologiquement déjà la personne sorte dans de meilleures conditions, parce que c'est tout bête, mais quand on est en prison, on vient te réveiller le matin, on lave ton linge, on te dit à quelle heure tu dois manger, on te dit à quelle heure tu dois te laver, on te dit, c'est tout bête, mais une fois que tu sors, du coup c'est retrouver ne serait-ce que ces repères-là, c'est hyper compliqué parce qu'on fait tout à votre place. Et moi je vois mon mari, quelles que soient les prisons où il a été, il travaillait pour pouvoir m'aider à l'extérieur. Pour lui c'était clair et net, il fallait qu'il travaille pour m'aider. C'est des petites choses qui vous raccrochent à l'extérieur, et c'est dans toutes les prisons on ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. À mon sens, il faudrait que c'est pas possible, mais il faudrait que les personnes ou travaillent ou se forment. Pour la majorité des personnes, ils sont là parce qu'ils l'ont mérité, on ne va pas revenir là-dessus, c'est un autre débat. Mais quand on voit comment ça se passe, beaucoup de personnes, une fois incarcérées, elles ressortent dans un encore plus mauvais état d'esprit que quand elles sont rentrées, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est punir pour punir, en fait. Il n'y a pas pour moi d'objectif derrière, en fait.
Qu'est-ce que vous voudriez dire justement aux personnes qui ont refusé d'embaucher votre mari, probablement à cause de son passé, ou même, je pense à certaines personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire mais elle est folle, elle prend des risques inconsidérés. Vous leur répondez quoi ? Pour le voir au quotidien du coup depuis 2 ans et pour travailler la réinsertion avec des personnes qui ont fait de la prison, à partir du moment où alors on leur fait confiance, ça marche pour la plupart, quoi. Enfin, ça touche tout le monde, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on embauche une personne, qu'elle a un travail stable, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre dans sa petite vie, son quotidien, et elle n'est pas obligée d'aller voler pour ne serait-ce que pour vivre, et du coup re-rentrer en prison. Enfin, c'est tout un schéma, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment leur donner leur chance, quoi. Forcément, ça va pas fonctionner avec tout le monde, mais pour la plupart et le voir au quotidien, ça fonctionne en fait. C'est intéressant, j'ai l'impression de réentendre mot pour mot certaines choses qu'on nous a racontées dans l'épisode sur les sans-abri. Et Christian, avec le recul, qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Est-ce qu'il a l'impression de s'en être sorti ? Parce que moi, je suis pas dans cette optique de victime, de dire ouais, mais bon, me voir, machin, ceci. Il peut me voir comme il veut. Je suis un enculé, c'est pas grave. Je sais qui moi je suis. Donc, comme je sais que tout le monde peut se retrouver là-bas. Donc, celui qui pense que, voilà, quoi. Donc, lui, c'est machin, voilà. Mais je me suis jamais laissé abattre par ça. Non, c'était pas ça. C'était plus quelque chose, on va dire, un combat. On va mener un combat, on va leur montrer que, voilà, on est là. Quoi qu'ils se fassent, quoi qu'ils disent, voilà. J'ai peut-être une question à vous poser sur l'avenir, quoi. Comment vous... Je suis déjà dedans. Je poursuis, je suis déjà dedans. De toute façon, il n'y a que de l'avenir, il n'y a pas de passé pour moi. Moi, je ne m'arrête pas sur les choses derrière. C'est ça le problème. De son avenir, c'est toujours un mystère. Mais c'est avec le passé qu'on fait des histoires, telles qu'on fait maintenant. Et vous le voyez de quel œil, l'avenir, en ce moment ? Oh, je crois que ça va aller. Hein. Petit à petit, ça va aller. Hein. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'était le 2e épisode d'Outsiders. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, jetez-vous dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne louperez pas les prochains épisodes. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, Spotify, Pocket Cast. Enfin bref, on est partout. Abonnez-vous avec l'application que vous avez. Et puis suivez-nous sur Facebook et Twitter. Parlez de nous autour de vous, c'est vraiment, vraiment important. Et n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous pensez de tout ça. Ça nous aide beaucoup à avancer. Notre adresse mail, c'est pod.outsiders@gmail.com. N'oubliez pas qu'on a un compte Tipeee pour nous aider financièrement. On compte sur vous. Merci beaucoup à Nathalie Rubio, à Camille, Céline et Christian d'avoir répondu à nos questions. La reconstitution de l'audience était interprétée par Marie-Laurie Sella, qui jouait le rôle de la juge des libertés de la détention. Par Laura Lacourège, qui jouait l'avocate. Par Paul Noyer, qui jouait le procureur. Et par Adrien Capitaine, qui jouait Aomar Aïd Kedash. C'est aussi Adrien Capitaine qui a lu l'extrait du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, vous avez entendu. Et si l'histoire de George Orwell que vous avez entendue en intro vous intéresse, vous la trouverez dans les essais, articles et lettres, volume 1 des éditions Ivrea et des éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Brice, tu as assuré la réalisation. Exactement, et toi Yann, tu as assuré la production de cet épisode. C'est ça. À bientôt pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode d'Outsiders. Pour moi, le monde survivaliste, c'est un monde qui a effectivement beaucoup peur, parce que c'est un peu des gens de base. Et la base, elle a peur, parce qu'elle n'a pas les outils. Et le savoir, c'est une arme. Le savoir, c'est une vraie arme de destruction massive. C'est pas les flingues.
reçu hier à 21h29. Ouais, salut Brice, c'est Yann. J'espère que tu vas bien, que le montage se passe bien. C'est pour dire, là, je regardais sur Tipeee, je suis trop content, on a 4 tipeurs. Il y a un Dimitri, une Marion, un Daniel, une Patricia. C'est grave cool. Voilà, c'était pour te faire partager ma joie. Allez, tchuss.